Bonsoir à tous et merci de suivre Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Nous sommes en pleine campagne agricole. En pleine campagne, oui, mais les producteurs attendent encore des semences et des intrants, en plus des équipements pour lancer leur saison. Comme toutes les années, les autorités ont pris du retard selon les producteurs dans la livraison. Pourtant, les changements climatiques exigent à la fois des semences améliorées, des intrants adaptés et du matériel adéquat pour tirer profit des sols de moins en moins fertiles. Les producteurs redoutent donc du retard sur le calendrier de la campagne agricole. Et certains ont commencé à utiliser des semences classiques, la plupart d'ailleurs soumis à l'utilisation des moyens rudimentaires malgré les nombreuses promesses de mécanisation. Y a-t-il une vraie volonté d'accompagner les producteurs? C'est la question que nous posons ce soir sur le plateau de Controverse. Non, selon les agriculteurs qui dénoncent la lenteur de l'administration publique, l'accompagnement des producteurs, le point noir peut-être de la saison agricole, c'est le thème donc que nous abordons ce soir. Et avec nous, nous avons sur ce plateau M. Pascal Zongo. Il est le directeur des intrants et de la mécanisation agricole au ministère de l'Agriculture. Avec nous, M. Bassia Kadao, il est le président du conseil d'administration de la Confédération paysanne du Faso. Avec nous, M. Salif Tentika, coordonnateur du programme de la mécanisation agricole au ministère de l'Agriculture. Et avec nous, M. Inoussa Ouedraogo, il est le président des producteurs sémenciers du Burkina. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons débattre autour de 2 points ce soir. La question donc de la mise à disposition des semences et des intrants. Et ensuite, nous allons aborder le volet mécanisation de l'agriculture. Pour vous qui nous suivez, il est possible de participer à l'heure de l'émission, c'est-à-dire lorsqu'on aura passé 1 heure de débat en plateau. Nous allons donc ouvrir l'antenne pour que vous puissiez intervenir directement dans ce débat. Vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 pour poser vos questions. Mais en attendant, place au débat en plateau, et je m'adresse à vous, vous les praticiens. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez reçu les intrants et les semences, M. Bassia Kadaou? Je parle de tous les producteurs en tout cas, pour pouvoir donc démarrer votre saison. Merci. Si vous parlez de tous les producteurs, je pense qu'on ne peut pas parler ici sur ce plateau de tous les producteurs. Parce que les intrants et les semences qui sont distribués effectivement aux ménages vulnérables. Absolument. Et quand on dit effectivement ça concerne tous les producteurs, ça veut dire qu'il y a un hiatus. À la date d'aujourd'hui, ce que je constate dans certaines régions, effectivement, les semences ont été mises en place, les équipements aratoires et les charrettes, mais les engrais ne sont pas encore mis en place. Ce qui voudrait dire effectivement qu'il y a un retard qui a été pris par l'administration pour mettre en place. Ça fait déjà presque une décennie que nous réclamons effectivement que les engrais et les semences soient mis à la disposition des ménages vulnérables le plus tôt possible en fin mars, début avril, que ces gens aient une disponibilité. Bon, par rapport à cette année, quand nous écoutons effectivement les prévisions météorologiques de Agrimet, la saison va démarrer une saison précoce. Et ça a été une réalité. Mais aujourd'hui, force est de constater effectivement que les gens n'ont pas encore accès à tout ce qu'ils voulaient comme les facteurs de production pour pouvoir avancer sur la campagne. Alors, vous faites bien de mentionner que lorsqu'on parle de semences améliorées et d'intrants subventionnés, il ne s'agit pas donc de semences distribuées à tous les producteurs, mais il s'agit effectivement de ménages vulnérables. Monsieur Zongo, Monsieur Dao l'a dit, Agrimet a prévu une campagne précoce, les producteurs sont au rendez-vous, mais le seul absent, c'est l'administration publique qui n'a pas encore mis à disposition ces intrants-là. Pourquoi? Bien, merci Monsieur Gongo. Je voudrais d'abord, au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, remercier la RTB qui nous donne l'occasion de nous retrouver sur ce plateau
avec nos partenaires de tous les jours qui représentent donc les agriculteurs du Burkina Faso pour discuter donc des mesures prises pour accompagner les producteurs au cours de cette campagne. Merci. Alors, s'agissant donc de la situation de mise en place de ces appuis qu'apporte l'État à travers le ministère de l'Agriculture, Monsieur le Président de la CPF vient de dire ici que dans les régions, il a constaté que les semences sont mises en place. Effectivement, pour ce qui concerne les semences de variétés améliorées, les dispositions ont été prises pour que ces semences-là soient déposées dans les communes à temps. Et à la date d'aujourd'hui, dans toutes les communes du Burkina Faso, les semences ont été dans un premier temps réceptionnées et sont actuellement déposées au niveau des communes et seront donc sont en cours de distribution. C'est-à-dire que la distribution n'est pas encore effective dans toutes les contrées donc, du pays. Oui, ça se fait par étapes. Il faut d'abord réceptionner, déposer dans les communes, mais ça fonctionne en tiroir. On ne réceptionne pas et on attend des jours pour commencer la distribution. Au fur et à mesure qu'on réceptionne, on dépose et on distribue. Ça fonctionne comme cela. Sauf que pendant ce temps, la campagne court. Oui, bien sûr, mais vous savez que c'est vrai, vous avez fait allusion aux prévisions météorologiques, alors qui intéressent dans un premier temps le ministère de l'Agriculture et qui intéresse surtout les agriculteurs que vous connaissez bien. Et avec le phénomène de changement climatique, les gens sont attentifs donc aux prévisions météorologiques. Et nous, ce que nous faisons, les actions que nous entreprenons sont doivent correspondre à ces prévisions-là. À la date d'aujourd'hui, vous avez constaté que les pluies commencent à être plus rapprochées. Mais véritablement, c'est le début de la mise en place des intrants, c'est le début d'aménagement des champs et c'est le début de semis, certainement, pour ceux qui sont dans des zones plus basses. Mais selon les informations qui nous parviennent des régions, nous sommes, en tout cas à la date d'aujourd'hui, les semences qui sont mises à la disposition des agriculteurs ne sont pas hors temps, ne sont pas hors délai pour les semer. Pour ce qui concerne les semences. Monsieur, il dit si bien les semences qui sont mises à disposition ne sont pas hors délai, mais quand même il doit y avoir des agréments à ce niveau-là. D'abord, monsieur Ouedraogo avant. Monsieur Dao. Oui, merci bien. Je remercie la RTV pour cette opportunité. Et en ce qui concerne en tout cas la mise à disposition des semences, la question a toujours été quand même posée depuis quelques années et des efforts ont été quand même un peu déployés pour approcher un peu les délais. En ce qui concerne notre rôle, c'était vraiment de mettre toutes les dispositions en place pour pouvoir déposer les semences, en tout cas auprès des différentes communes. Et si nous regardons les 3 années antérieures par rapport à cette année, nous voyons qu'en tout cas en termes de mise à disposition des semences, vraiment nous sommes un peu dans les délais. Parce que si nous voyons rien que l'année passée, les semences ont été déposées dans des communes autour du 30 juin. Nous sommes déjà au 6 juin et les semences sont déjà dans les communes. Nous pensons qu'il y a eu quand même un rattrapage autour de 2 à 3 semaines quand même par rapport à ça. À ce niveau, ce qui concerne en tout cas le rôle des acteurs sémenciers qui étaient de déposer les semences dans les communes, je pense que nous pouvons dire ce soir que en tout cas le pari est presque gagné à ce niveau. Et vous pouvez dire ça aussi Non, puisque quand on parle, aujourd'hui nous sommes sur un plateau pour pouvoir entretenir avec l'ensemble des acteurs. Absolument. Et pouvoir relever les défis et corriger les imperfections. C'est ça. Aujourd'hui, il faut que les gens reconnaissent effectivement que les fonctionnaires de l'agriculture sont en grève. C'est une réalité qui affecte. Il ne faut pas qu'on occulte ça. Les semences elles sont déposées par l'Union nationale des producteurs de semences, mais elles ne sont pas distribuées. Si elles ne sont pas distribuées, la campagne, quand on dit que c'est une campagne précoce, l'agriculteur aussi c'est un professionnel, parce qu'il ne joue pas avec sa vie. À partir du moment que vous avez du sorgho, vous avez du petit mil, vous avez du maïs, il y a des périodes. Le cotonnier se sème par exemple à partir du 15 mai. Mais à partir du 15 mai jusqu'au 26 mai,
On commence déjà l'implantation de toutes les autres céréales, telles que le sorgho, le petit mil. Mais s'ils ne sont pas mis à la disposition, il y a un temps pour ces choses-là, pour les produire. Le maïs se sème effectivement dans la deuxième semaine du mois de juin. Ça, on a encore le temps. Mais si à cette période, ce n'est pas encore disponible, quelles sont les stratégies que nous sommes en train de mettre en place? Même ce matin, j'ai discuté avec un certain nombre de responsables. On dit, bon, les fonctionnaires, ils sont en grève. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui prend la décision? Qui va distribuer? Voilà des questions qui se posent. Parce que l'agriculture, il faudrait les considérer comme un corps de métier. Et ceux qui le pratiquent sont aussi des professionnels. Et quand on dit la saison est précoce, c'est bien vrai. Quand vous allez dans la région de l'ouest, du Grand Ouest où je viens, les gens ont reçu déjà beaucoup de pluie. Beaucoup même ont effectivement leur sorgho et puis les petits mil qui ont plus de 5 feuilles. Si ces gens devaient attendre cette semence améliorée, que l'État devait distribuer, ça veut dire qu'ils sont en retard. Mais ils ont pris les devants pour dire, effectivement, avant que ces semences arrivent, je ne peux pas compromettre ma vie. Donc, reconnaissons qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas à ce niveau. Les fonctionnaires, depuis l'année dernière, c'est le même processus qu'ils ont mis en place. Ils sont en grève. Ceux qui sont chargés d'identifier et de distribuer les semences aux ménages vulnérables, s'ils sont en grève, qui va les faire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Monsieur le ministère de l'Agriculture, si effectivement les semences sont déposées où les intrants viennent au niveau commun et que les agents de l'agriculture sont en grève, qui prend le relais? Bien. Est-ce qu'il faut parler de dépôt à ce moment-là? C'est vrai que nous nous entretenons sur un sujet d'importance quand on parle de la campagne agricole. Absolument. Quand on parle de la mise en place à temps des intrants, vous aurez beau mentir, le terrain vous dira la réalité. Absolument. Alors, nous avons un système qui a permis à ce jour de réceptionner les semences et les déposer au niveau des communes. Mais il ne s'agit pas de déposer les semences, il faut les distribuer. Monsieur le Président vient de faire allusion à la grève des agents de l'agriculture à travers un mot d'ordre. Ce n'est pas une grève, c'est un boycott des opérations de distribution. C'est une réalité que nous regrettons, même si le dialogue se poursuit et on espère que ça aboutira. Mais, conscient de cette situation, le mécanisme de cette année, comme celle de l'année dernière, a prévu des dispositions et je crois que la CPF a été représentée à l'atelier national de validation de ce mécanisme qui s'est tenu le 21 mai dernier, où nous avons présenté le dispositif qui est mis en place. Lequel? Alors, le dispositif, nous avons au niveau régional les gouverneurs de région qui coordonnent la mise en œuvre du mécanisme. Au niveau provincial, nous avons les hauts commissaires. Au niveau départemental, nous avons les préfets. Dans les magasins c'est pas eux. Pour distribuer. Je parle de coordination. Okay. Mais nous avons des commissions opérationnelles qui sont mises en place au niveau des départements. Alors, et pour assurer la distribution de ces intrants, de ces équipements agricoles et des animaux de trait. Donc, des ateliers régionaux ont été tenus et ces commissions-là ont été informées du travail qu'ils doivent faire. Et comme l'année dernière, ces commissions vont faire le travail de distribution. Je ne dis pas que l'absence de certains agents dans certaines commissions n'est pas un problème, mais les dispositions sont prises pour que ça n'handicape pas les opérations. Mais ce que je voudrais dire, pour ce qui concerne les semences, alors de 2008 à 2019, c'est près de 90 000 tonnes de semences qui sont mises à la disposition des agriculteurs. Et la semence de variété améliorée a la particularité que quand vous recevez par exemple 15 kg de maïs, de semences de maïs de variété améliorée, vous l'utilisez pendant 3 générations, pendant 3 campagnes agricoles. C'est ça le principe. C'est-à-dire que si vous recevez cette année, vous n'avez pas forcément besoin de recevoir l'année prochaine. Autrement, c'est du gâchis. C'est du gâchis pour l'agriculteur, c'est du gâchis pour l'État à travers le ministère de l'Agriculture. Donc, celui qui reçoit, il produit cette année, il utilise la semence de la génération pour produire l'année prochaine et ensuite l'année suivante. Et c'est au bout de 3 ans qu'il le renouvelle. Pendant ce temps, les agriculteurs à côté profitent également de cette semence. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce message est porté à la connaissance des agriculteurs qui la pratiquent, cette méthode-là. Alors, mais
tout se passe comme si la semence qu'on a donnée l'année dernière, on l'a utilisée. Il faut encore cette même semence cette année pour le même bénéficiaire, pour qu'il puisse. Alors que quand vous voyez de génération en génération, rien que sur les 3 dernières campagnes, vous avez un grand nombre de producteurs qui utilisent la semence améliorée. Donc si vous trouvez Qui sont en réalité aussi des producteurs semenciers. Oui, non, pas des producteurs de Je veux semenciers. dire, si vous recevez cette année, que vous les plantez, Oui. l'année prochaine, vous-même, vous êtes plus un Oui, vous producteur avez de la semencier. semence dans tous Vous les avez cas, de la semence. en quelque sorte. Voilà. Voilà. Monsieur Kenga, qui n'a pas encore parlé jusque-là. Oui, bon, je crois qu'à la suite de mon directeur, c'est dire effectivement que c'est vrai, il y a un mode de boycott qui est lancé par le syndicat de travail du ministère de l'Agriculture. Et comme mon directeur le disait, le dialogue n'est pas rompu. Il faut dire également qu'au niveau des... Je veux qu'on parle directement du dispositif que vous avez mis en place. Il a parlé tout à l'heure de l'organisation du haut-commissaire jusqu'à la base, oui. voilà, jusqu'aux commissions. Oui. Mais de façon pratique, lorsqu'il y a un maillon qui ne fonctionne pas comme il le dit, est-ce qu'il faut passer outre? Comment ça se passe exactement? Bon, justement, j'en venais. Il faut dire qu'au niveau des départements, nous avons des commissions départementales chargées de la distribution, avec pour superviseur, monsieur le préfet ou madame le préfet, en fonction des départements. Quel est le rôle du technicien de l'agriculture à ce niveau? J'en viens. C'est pour permettre aux téléspectateurs. Exactement, j'en viens. Je suis en train de décrire la commission départementale, comment sa composition, avant d'en venir à son fonds. Voilà. Et le chef ZAT, l'agent d'agriculture, assure la présidence de cette commission. Il a pour vice-président le représentant de la Chambre régionale d'agriculture. Quand lui n'est pas là? Quand qui n'est pas là? Quand l'agent de l'agriculture n'est pas là? Naturellement, à l'instar des autres structures, quand le président n'est pas là, le vice-président prend le relais. Voyez. Et comme membre, nous avons la CPF qui est membre de cette commission départementale. Nous avons le représentant des jeunes, nous avons le représentant des femmes, et qui sont membres également de cette commission départementale. Il faut le dire, l'année passée, comme monsieur le président le disait tantôt, cette commission a travaillé l'année passée et des résultats assez encourageants ont été enregistrés. Mais n'empêche qu'il y a des difficultés. Pour nous, l'idéal, c'est que vraiment l'agent d'agriculture qui est le technicien du domaine, qui connaît bien, aussi bien les variétés, les équipements comme les engrais, puisse vraiment jouer son rôle, en tout cas en assurant la présidence en tout cas de ces commissions-là. C'est l'idéal vraiment pour nous au niveau du ministère de l'Agriculture. Sinon, ces commissions travailleront malgré en tout cas cet handicap en tout cas qui est l'absence de son président dans certains départements. Alors ça c'était pour ce qui est de la semence. Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur Dao, la question de l'engrais. Monsieur Ouedraogo, voilà, les engrais ne sont pas encore disponibles, même si vous avez les semences et que vous n'avez rien pour les faire pousser. Là aussi, ça pose problème. Oui, naturellement. Là, ça pose problème parce qu'effectivement, si à l'ère ainsi, nous n'avons pas, en tout cas, les engrais comme ce que nous venons en tout cas de dire, c'est assez déplorable. Nous attendons peut-être des réponses assez, en tout cas, pratiques à ce niveau pour qu'on essaie, en termes de délai, pour qu'on puisse voir en tout cas comment est-ce que les producteurs pourront s'y prendre pour pouvoir avoir ces intrants à temps. C'est vrai qu'il faut s'aimer d'abord avant d'appliquer les engrais, mais compte tenu également de toute cette pression, il faut mieux vaut avoir en tout cas tous ces intrants sous la main pour pouvoir mieux entamer la campagne agricole. Moi, je pense que c'est une situation effectivement un peu déplorable, jusqu'à très déplorable je dirais, mais comme les ministères aussi est là et je pense que nous aurons en tout cas des éléments de réponse à ce niveau pour qu'on puisse rassurer quand même les producteurs. Monsieur Dao, aussi la même question. C'est la même question, je pense qu'en ce qui concerne effectivement les engrais, nous sommes entre nous agriculteurs et puis les ministères en charge de l'agriculture. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Nous avons un objectif, c'est de sortir le Burkina Faso de l'honneur de l'insécurité alimentaire et aller au-delà et atteindre la souveraineté alimentaire et autres.
Mais force est de constater, ça fait une décennie que la Confédération paysanne du Passo est en train de faire un plaidoyer à outrance. L'agriculture est un corps de métier général des droits et des devoirs. Il faut qu'on les reconnaisse. Même les mécanismes qu'on vient de valider à travers des ateliers, ça sont des ateliers de rencontre, mais le concret sur le terrain. Il y a des gens qui commencent déjà à récolter leurs haricots rouges. Ça, ce n'est pas les ateliers qui valident ça. Mais comment on peut effectivement responsabiliser les acteurs du terrain et les accompagner à travers un suivi, évaluation et interpellation? Mais si l'autorité suprême et l'administration doivent être au cours et au moulin, ça veut dire toujours ces ménages vulnérables sont sous tutelle. Elles ne sortiront jamais sous tutelle si on continue dans ce sens-là. Je pense que c'est ça. Et quand on parle des engrais, si à la date d'aujourd'hui, les engrais ne sont pas encore disponibles dans les magasins, c'est à quelle période ceux qui ont semé le maïs pour récolter, à quelle période ils vont pouvoir accéder à ces engrais-là pour les appliquer? Ils vont répondre. C'est un peu ça. Parce que si à la date d'aujourd'hui, les engrais ne sont pas disponibles, c'est à quelle période, justement, ces engrais-là viendront? Est-ce que ce n'est pas une forme de mettre sous tutelle les ménages vulnérables? Merci. Je voudrais rectifier un peu cette information, parce que cette année, ce sont les engrais qui ont été les premiers intrants à être déployés sur le terrain. C'est quelle quantité d'ailleurs avant de poursuivre? Oui, les quantités d'engrais cette année, nous avons... Pour les semences aussi Oui, pour les semences, le ministère, avec ses partenaires, mobilisé 4000 tonnes de semences pour l'ensemble des 13 régions. Pour les engrais, nous avons battu un record cette année avec une quantité de 35 500 tonnes d'engrais, ce qui n'a jamais été atteint, en tout cas depuis le début du programme de subvention de 2008 à aujourd'hui. Alors, et dès le début de l'année de 2019, jusqu'à en avril, on a déjà déposé 9000 tonnes d'engrais dans les régions. 35 000, il y a Oui, quand même un gap. j'en arrive. Le déploiement se poursuit. Vous prenez toutes les 13 régions du Burkina Faso, il y a l'engrais qui est en train d'être, qui est déjà déposé dans les magasins. Il y a des régions qui ont entièrement reçu leur stock. Il y en a qui ont reçu une partie. Il y en a qui ont des stocks d'attente. Je prends par exemple les régions où on a des retards d'exécution de marché, comme la boucle du Moun, les hauts bassins, les cascades. Mais dans ces régions, nous avons des stocks d'attente qui sont en train d'être déployés et le complément est en train d'arriver. Mais tout se cale par rapport au calendrier culturel. Quand on est de la campagne, vous avez la semence à la date d'aujourd'hui, où les premières pluies commencent à tomber. Vous avez le temps de semer. Et nous savons que ce n'est pas le jour où on sème que l'on applique les engrais. Pour le NPK qui est déjà disponibilisé dans plus de 10 régions, au moins 15 jours après, si les conditions sont bonnes, vous appliquez le NPK. Pour l'urée, vous avez au moins 30 à 45 jours après pour appliquer l'urée. Pour l'engrais, cette année, nous n'avons aucune crainte parce que c'est le premier intrant à être disponibilisé. Et comme c'est des marchés différents, nous avons le premier marché qui est totalement livré, nous avons le second qui est en cours de livraison et nous avons un des plus grands lots qui est fourni par le PAPSEC, qui est un des grands projets du ministère, financé par la Banque mondiale, qui est en train de disponibiliser 16 000 tonnes, ça fait partie des 35 000. Donc pour nous, nous sommes confiants parce que les types d'engrais qui sont disponibilisés correspondent dans le temps au calendrier culturel. Les types d'engrais qui sont disponibilisés, il y a des engrais un peu partout. Je pense qu'il faut qu'on arrive à relativiser. Lui-même, il vient de le dire. Moi, dans mon organisation de base, le ministère a réquisitionné certaines de mes infrastructures, ce qui me permet de dire avec certitude ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Puisque ici, notre intervention a vocation effectivement d'interpeller les décideurs politiques. Aujourd'hui, lui a bien dit, il y a des engrais qui sont en entente. Si ce n'est pas arrivé, est-ce que nous pouvons dire en tant que représentants des producteurs que tout est mis en place? Il faut qu'on les reconnaisse que tout n'est pas mis en place, même s'il y a des efforts qui sont consentis
Force est de constater qu'il reste encore des régions, une grande région comme la Boucle du Moun, les Hauts-Bassins, les Cascades, qui sont les greniers du Burkina. Si encore ils sont en entente des stocks, ça veut dire que ce n'est pas encore mis en place. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir arriver à mettre en place tous ces dispositifs? Parce que pour moi, il s'agit ici, ce n'est pas de critiquer, mais c'est d'interpeller. Tout le monde ne bénéficie pas. Oui, tout le monde ne bénéficie pas de cette subvention, mais ceux qui doivent bénéficier de cette subvention, il faut qu'ils aient tout le nécessaire à temps pour que demain on leur pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'État a mis à temps les intrants, les semences, l'accompagnement, l'appui conseil. Qu'est-ce que l'appui est venu à bonne date? Qu'est-ce qui vous a manqué? Il ne faut pas permettre à quelqu'un de dire, oui, effectivement, nous avons reçu les engrais, mais c'était dans le mois de fin juillet. Donc, ça ne servait plus à quelque chose. Donc, c'est un peu cette disposition-là qu'il faut prendre. Parce que, quand je le dis, c'est avec certitude. Quand je viens à une émission, quand tu dis quelque chose, même si on appelle dans ma province, et qu'on dit là où sont stockés les engrais de la province, dans mon organisation de base, parce que j'ai au moins une dizaine de magasins d'une capacité de 500 tonnes, où le ministère a réquisitionné certains pour déposer les matériels, les entrées, les semences, c'est avec certitude que je parle. Donc, on relative la question. Effectivement, il y a des régions qui ont reçu. Mais il y a des régions encore qui sont en attente. Parce que je ne peux pas me permettre de dire, bon, je peux contrôler tout à fait l'ensemble de tous les Burkinabés, même si j'ai des éléments de réponse avec lesquels la Confédération paysanne, depuis que vous nous avez appelés, nous avons essayé de faire un tour et un suivi des dépôts des engrais dans toutes les régions du Burkina pour nous dire pourquoi aller à cette émission avec certitude. Voilà ce qui est fait. Okay. Parce que si on vient parler à tue-tête, à un certain moment, on va nous dire ce que vous dites là, c'est du blabla. Mais oui, j'ai des compilations ici. Monsieur Tentika. Oui, en tout cas, je voudrais dire à Monsieur le Président, c'est vrai, nous reconnaissons que ce que vous dites, il y a une part de vérité, mais il faut aussi relativiser. C'est ce que j'ai dit, voilà, parce que la question. Comme Monsieur le Directeur l'a dit tantôt, nous avons exactement 9532 tonnes d'engrais qui est déposé depuis janvier-février 2019 dans le magasin. Ça, c'est un fait. Et c'est vérifiable. Nous disons également... Sauf que la campagne est déjà lancée et que... il y a des impondérances qui ne sont pas forcément... Exactement. Il y a des impondérances qui ne sont pas forcément liées à l'administration. Vous voyez... Le deuxième, puisque comme le directeur le dit, il nous a dit deux lots. Il y a eu deux lots. Tonnes sur 35 000 quand même, il y a un gap important. Non, en fait, on va en venir. Okay. Sur les 9 532 tonnes sont déjà livrées, ça on l'avait dit. Il y a 9 532 tonnes également qui est en cours de livraison. Ce retard est dû au fait que le marché, l'attributeur a été défaillant. Il a fallu à un certain moment donné résilier son marché et réattribuer ce marché au deuxième sur la liste d'attente. C'est le deuxième maintenant qui est en train de déployer pour l'ISE. Voilà pourquoi nous avons connu ce retard. Sinon, au ministère de l'Agriculture, nous avons pris, et en tout cas, l'engrais travaille de sorte à ce que chaque année, dès le mois de février-mars, les engrais déjà soient disponibles dans les magasins. Il y a également un gap dont M. Deter parlait tantôt, les 16 000 tonnes de l'engrais PAPSA. En fait, cet engrais est également en train d'être déposé dans les magasins, puisque cela va se distribuer par le nouveau mécanisme qui est en cours d'expérimentation, le e-voucher. Et cela va également commencer dans les jours à venir. Le e-voucher, c'est quoi? Le e-voucher, c'est la distribution électronique de tous ces appuis. Parce que c'est véritablement sur cette étape que le ministère est en train d'aller. Parce que, comme nous l'avons si bien dit, après 10 années quand même que nous avons distribué par ces mécanismes, nous sommes arrivés au stade où il faut changer carrément la méthode de distribution de ces appuis-là. Réaction Oui, réaction. Je crois que nous ne sommes pas en contradiction dans nos déclarations avec celle de M. le Président, qui est un homme de terrain, comme nous également, qui suivons ce qui se passe. Nous ne sommes pas en contradiction. Parce que je ne peux pas déclarer ici que les engrais, dans leur grande totalité, sont disponibles dans les communes, dans l'ensemble des communes. Mais je dis, voilà ce qui est déjà mis en place, voilà ce qui est transporté jusqu'au niveau commune. Et vous savez qu'il y a une stratégie de mise en œuvre que nous avons.
Quand vous avez par exemple 35 000 tonnes d'engrais, il vient de dire que le ministère a eu recours à ces magasins pour stocker des engrais. C'est une réalité. Il reconnaît aussi des efforts. Il reconnaît des efforts. Oui, et ça, nous l'avons bien noté. Lorsque vous avez des engrais, allez dans les communes, nous n'avons pas d'infrastructure de stockage de ces entrants-là. Ça, c'est des magasins occasionnels, c'est des magasins de fortune, c'est des magasins en location. Donc, nous stockons dans un premier temps dans les régions là où nous avons des capacités de stockage pour ne pas systématiquement, en janvier, amener les engrais dans les communes sans savoir où les stocker. Ça va dégrader leur qualité, ça va être difficile, il y a des problèmes de sécurité, il y a beaucoup de... Donc, on stocke dans un premier temps en région et quand la campagne est prête à démarrer, on déploie directement dans les communes et les gens distribuent. Et nous avons toujours dit, c'est en relation avec le calendrier de la campagne. Aujourd'hui, on n'applique pas le NPK à la date du 6, on n'applique pas l'urée à la date du 6. Il dit qu'il y a des gens qui, par exemple, récoltent les haricots rouges. C'est une très bonne chose. Et je vous donne, permettez-moi, vous voyez, pour les engrais, la consommation moyenne annuelle au niveau du pays, c'est environ 300 000 à 400 000 tonnes. Le ministère apporte 35 000. Une moyenne de 15 000 tonnes. Une moyenne de 15 000 tonnes. Sur 400 000 tonnes, ça représente quoi? Ça veut dire que le ministère, l'appui du ministère ne se limite pas seulement à la gestion de la simple subvention. Nous avons tout le travail qui est fait à travers nos structures, en lien avec donc les organisations de producteurs, pour susciter des commandes groupées. Et le président est bien placé pour nous en parler. Ça donne des résultats parce que des coopératives, des groupements, des organisations commandent d'importantes quantités. Nous avons travaillé à renforcer les capacités des distributeurs privés à travers Agoudia. Donc, le sujet du soir, c'est vraiment l'apport du c'est pour dire que l'accompagnement que le gouvernement apporte. Oui, mais tout se tient. C'est pour dire que nos 35 000 tonnes viennent en appui à ce qui est consommé et qui est déjà mis aussi en circulation par donc, les organisations de producteurs. Voilà. Donc, on ne se contredit pas. Il s'agit quand même d'une situation parce que M. Zongo l'a dit tout à l'heure, c'est depuis 2008 que ça dure. Pourquoi ne pas trouver peut-être un mécanisme pérenne qui permette, pourquoi pas, de disponibiliser les intrants et puis les semences en année N-1 par exemple? Oui. Pour pouvoir éviter tous ces désagréments. Effectivement, je pense que c'est l'idéal recherché par les acteurs. Et je pense que par rapport au ministère de l'Agriculture qui est ici représenté, je ne pense pas qu'il soit en déphasage aussi avec cet idéal que nous recherchons depuis longtemps. Parce que c'est une question de planification. Et la planification fera que tous les acteurs, à tous les niveaux, en tout cas, seront à l'aise. Parce que, comme il a dit tout de suite le président Dao, c'est dit que c'est une activité économique que ces producteurs l'amènent. Ce qui veut dire que qui parle de cette activité doit aussi parler de planification. Et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans cette question de mise à disposition. Ce dont on parle, il s'agit de ménages vulnérables qui n'ont pas autre alternative que ça. Justement, c'est de ça que nous parlons, mais ce n'est pas pratiquement tous les ménages aussi vulnérables qui sont peut-être touchés par ces mécanismes. Tout ce que nous pensons, nous disons qu'il faudra peut-être réfléchir à un mécanisme prenant en compte les autres acteurs. Puisque ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, il y a également le ministère des Finances aussi qui intervient à un moment donné. Donc je pense que si nous voulons aller effectivement vers une politique qui va booster notre agriculture ou en tout cas sortir les plus vulnérables en tout cas de leur situation, il faut quand même un travail d'ensemble, de planification qui nous permette au moins à l'année -1 d'avoir une projection. Parce que si nous n'avons pas ça, à ce niveau, nous naviguons à vue. À un moment donné, si nous prenons l'exemple, par exemple, des semences de cette année, en décembre, nous étions à 300 tonnes pour tous les producteurs vulnérables du Burkina. Alors, donc, il a fallu quand même des plaidoyers pour qu'au niveau du ministère des Finances... C'est-à-dire que ce qui était prévu, c'était 300 tonnes pour voilà. cette 300 saison. tonnes. 300 tonnes pour toutes semences confondues. Okay. Donc, je pense que c'est justement après les INP ou en tout cas que les 3000 tonnes dont il parle un peu avec l'apport du PAPSA sont venus compléter toutes ces demandes-là à 4000 tonnes. Donc il y a un travail réellement à faire pour que nous puissions
être vraiment à l'aise. À un moment donné, nous allons passer le temps à s'accuser. Nous ne sommes pas contents du ministère de l'Agriculture parce que nous les accusons. Et aussi, ils vont regarder un peu au niveau du ministère des Économies et des Finances parce qu'il faut aussi qu'à ce niveau, ça puisse bouger. Les producteurs aussi qui attendent. Donc, à ce niveau, il faut carrément une concertation pour qu'on arrive forcément à cette planification. Tant qu'on n'arrivera pas là, ça va être difficile. Ici, la question, c'est une question de communication. Et quand on parle de question de communication, si la communication n'est pas fluide et accessible à tout le monde, ça nous amène à quelque chose où on ne se comprend pas. Parce que tout de suite, monsieur le directeur vient de parler de 35 000 tonnes. Quand on le dit aux citoyens lambda, ça voudrait dire que tous ces paysans-là reçoivent des dons, des subventions de l'État et ils veulent avoir accès à des prix rémunérateurs. C'est un peu ça. En réalité, il faudrait qu'on arrive à faire une communication, à dire tout ce qu'on met à la disposition, c'est pour les ménages vulnérables et ça ne couvre même pas 0,3% des besoins des agriculteurs. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Quand vous prenez les organisations professionnelles, moi, mon organisation, par exemple, nous travaillons avec les banques. Notre commande groupée cette année, on se trouve autour de 200 tonnes d'engrais. Est-ce qu'on a besoin d'attendre l'État? Mais il faut aussi reconnaître que les acteurs eux-mêmes font du bon boulot. Parce que quand on fait la communication, 35 000 tonnes, tous les citoyens là-bas, et une fois quand la Confédération va dire qu'il nous faut des prix minimum garantis, chacun dira effectivement les paysans sont subventionnés à outrance et ils demandent encore. Parce que quand on va vous faire sortir effectivement les prix de ces 35 000 tonnes d'engrais et de ces semences, c'est beaucoup d'argent. Mais sur l'organisation, justement, l'efficacité de l'organisation actuelle, avec la nécessité de peut-être anticiper et d'avoir donc une livraison en... Sur l'organisation actuelle, aujourd'hui, on a beaucoup interpellé les ministères. L'interpellation, le suivi et le contrôle. Nous avons des acteurs de terrain. Il y a les démembrements de l'État sur le terrain, la Chambre régionale d'agriculture. Son rôle, c'est quoi effectivement? C'est l'organe le plus rapproché des producteurs sur le terrain. Dans chaque village, vous avez un représentant des chambres d'agriculture. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas gérer la réception et la distribution des engrais à tout niveau? La Confédération est une organisation syndicale qui a pour rôle la représentation, la défense, l'interpellation, les plaidoyers. Mais la Chambre régionale d'agriculture est un démembrement de l'État sur lequel il peut s'appuyer effectivement pour mettre en place les intrants. Mais si à chaque fois on outrepasse, on met chaque fois des mécanismes en place en oubliant les vrais acteurs, ce sont ces mêmes paysans-là, même dans le choix des ménages vulnérables. Ceux qui sont dans les villages, c'est eux qui connaissent mieux les ménages vulnérables, ou c'est l'encadreur technique qui vient pour dire c'est un tel qui est bénéficiaire, un tel qui est bénéficiaire, un tel qui est bénéficiaire. Dans les villages, on sait quelles sont les familles qui mangent à leur faim et quelles sont les familles qui ne mangent pas à leur faim. C'est eux les vulnérables. Mais quand on veut parler de cette distribution, il faut qu'à un certain moment, on touche la réalité des droits. Le plus souvent, c'est ce qui reçoivent même ces subventions. Beaucoup n'arrivent même pas à les emblaver. Ils ne les sèment pas, ils les ensèment plutôt dans leur ventre. Puisqu'ils amènent ça au moulin pour... Je me permets d'abord, M. Tintika, de réagir. Après, vous allez compléter. Oui, effectivement. Monsieur le président de la CPF demande pourquoi on ne s'appuie pas sur la Chambre régionale d'agriculture. Mais je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit au niveau de la commission départementale, qui est chargée de distribuer ces appuis-là. Le vice-président, c'est la Chambre régionale d'agriculture. Au niveau des villages également, la commission chargée d'identifier les bénéficiaires. C'est qui? C'est l'agent d'agriculture, c'est le CVD, c'est la Chambre d'agriculture. Donc pour nous, la Chambre régionale d'agriculture est représentée à tous les niveaux. Et j'avais dit tantôt que oui, en tant que moi, nous pensons qu'il y a quand même un vice-président dans une commission départementale de distribution. C'est tout de même quand même, on ne peut pas dire que cette personne n'est pas impliquée. Peut-être nous n'avons pas peut-être la même compréhension du mot impliqué. Sinon, nous pensons quand même, étant vice-président de cette commission départementale, elle est fortement impliquée. Que ce soit au niveau des villages, que ce soit au niveau des régions, la Chambre régionale est impliquée. Monsieur Zongo. Oui, merci. Vous avez posé la question de savoir, face à ces difficultés qu'on a, qu'est-ce qui est fait pour améliorer le système? Absolument. Et ça, c'est une question centrale aujourd'hui.
je vous disais tout de suite que la consommation moyenne annuelle est de 300 à 400 000 tonnes. Mais ça ce n'est pas les besoins nationaux. Quand vous prenez les 300 000 tonnes, ça ne représente qu'entre 7 et 8% des besoins globaux. Si vous prenez 6 millions d'hectares emblavés et vous calculez la moyenne, la dose moyenne à utiliser, vous êtes dans un besoin de plus de 1 500 000 francs de tonnes d'engrais par an. Donc si la consommation moyenne, ce que les gens mobilisent à travers les importateurs, les distributeurs, ce n'est que 300 000 tonnes, on est encore loin du compte. Alors, et si vous descendez au niveau de la subvention, vous avez beaucoup de problèmes. D'abord, vous avez le ciblage des bénéficiaires. Il vient de dire qu'il y a des gens qui en bénéficient alors qu'ils ne sont pas concernés. Alors, vous avez même l'efficacité et l'efficience donc de cette opération. Est-ce que tout ce qu'on mobilise comme effort, au final, le kilogramme d'engrais devient à combien? Mais au final, quand vous avez par exemple 2 agriculteurs qui prennent un sac d'engrais, c'est un saupoudrage. Vous avez en plus de cela, quelle est la stratégie de sortie de ce système? Alors tout cela a mené des réflexions. Avec la collaboration de nos partenaires ici, ils ont dit qu'ils ont interpellé le ministère. Mais je voudrais dire que leur rôle ne se limite pas à l'interpellation. Ils sont même les premiers acteurs. Alors, donc, les réflexions qui ont eu lieu de 2008 à 2019, les mécanismes ont évolué. Vous vous rappelez, en 2008, c'était les maires qui dirigeaient les opérations. C'était un peu difficile. Après, ça s'est amélioré, ça s'est amélioré. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons un mécanisme qui est bon, mais qui a toujours des problèmes. Alors, donc, on a fait des évaluations. On a fait des réflexions. Et par coup de chance, au niveau de la CEDEAO, commandité une étude pour évaluer la mise en œuvre des programmes de subvention. Ça a donné des résultats vraiment qui collent à la réalité. Dans tous les pays, c'était les mêmes problèmes. Donc, des recommandations fortes, jusqu'à 13 principes ont été édictés à travers un guide. Et nous avons, au niveau du Burkina Faso, depuis la fin 2017, commencé les réflexions avec des partenaires comme AGRA, qui est l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, la coopération allemande, IFDC, le ministère de l'Agriculture, la CPF, les CERA. Et nous sommes aujourd'hui parvenus à éditer donc la note synthèse qui donne les grandes orientations pour réformer ce programme de subvention. Ça a été déjà validé en conseil de cabinet et nous allons prochainement convoquer les acteurs pour élaborer le nouveau modèle qui a comme pilier un meilleur ciblage des bénéficiaires, qui a comme pilier une efficacité, une efficience, mais qui a comme pilier principal le rôle des agriculteurs à travers leur organisation, les distributeurs privés qui vont assurer l'acquisition et la distribution des intrants à travers des systèmes électroniques ou des bons sécurisés pour la distribution. Et le ministère va jouer son rôle régalien de contrôle. Et enfin, il y a une stratégie de sortie. Est-ce qu'il faut subventionner le même vulnérable pendant des années? Il faut une stratégie pour qu'il sorte. Pour qu'il a la possibilité de l'utiliser. Tout à fait. Alors est-ce que... On va évoluer parce qu'il y a la partie mécanisation aussi qu'on doit aborder avant l'heure de l'émission. Parce que vous allez faire une réaction globale lorsqu'on va... Non, je vais ouvrir mes idées. Parce que quand on parle de subvention, on parle de l'ensemble des acteurs. Tout à fait. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Quand on parle de ciblage, ça veut dire qu'il y a un public qui est ciblé, qui bénéficie. Donc, il faut qu'on dise que ce n'est pas une subvention, mais c'est un programme d'appui aux ménages vulnérables. Là, les gens ne s'attendent pas. Mais quand on dit subvention, en gros, ça veut dire que tous les agriculteurs sont subventionnés. Quand vous prenez des pays comme le Sénégal, nos voisins à côté, la subvention couvre l'ensemble des acteurs. Petits, grands, moyens, vulnérables. Tout le monde a accès à ça. Mais ici, on cible des gens. Même dans les mêmes villages, il y a des gens qui sont ciblés et il y a des gens qui ont plus besoin, mais ils ne sont pas ciblés. Il a parlé de l'efficacité. Donc, il faut qu'on arrive à enlever cette question de subvention et de mettre un programme d'appui aux ménages vulnérables. La mécanisation qui doit vous intéresser, M. Ouedraogo, premier chef, parce que vous exploitez de grandes superficies. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que
notre agriculture, depuis justement ce programme en 2008, avec pas mal d'ambitions, opération 100 000 charrues. En tout cas, il y a eu des ambitions comme ça. Mais malgré tout, aujourd'hui, on se retrouve encore à la Daba avec des moyens rudimentaires. Pourquoi justement ça ne décolle pas? Bon, nous avons parlé tantôt effectivement des questions de planification. En ce qui concerne la mécanisation agricole, je pense que moi je le vois un peu sous des angles. Il y a la petite mécanisation, les charrues, et en tout cas tous ces appuis, mais il y a également les questions également de gros engins, les tracteurs. Alors si je repars un peu du côté d'abord pour commencer au niveau des tracteurs, les 10 dernières années, je pense que si j'ai la mémoire, c'est autour de 1725 tracteurs comme ça qui ont été subventionnés par l'État. Et si nous prenons en tout cas ces 1700 tracteurs, et également ceux qui sont les partenaires privés, également les producteurs pris individuellement qui ont aussi commandé des tracteurs, nous serons en tout cas peut-être autour de 2000 tracteurs comme ça qui tournent autour dans les pays. Alors, en fonction des besoins, je pense qu'effectivement, il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas facile. Parce que si nous prenons 2000 producteurs et qu'on essaie d'évaluer par rapport au nombre de ménages qui ont besoin, on n'a même pas encore nous avons à peu près un tracteur pour 4 villages. Parce que nous n'avons pas atteint le seuil même d'un tracteur par village. Donc, effectivement, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire à ce niveau pour que nous puissions amorcer vraiment cette question de mécanisation agricole. La question donc du petit matériel agricole, effectivement, il y a des efforts qui sont faits, mais que nous considérons effectivement comme une étape intermédiaire par laquelle il faut passer effectivement pour pouvoir atteindre ces niveaux. Mais il y a beaucoup de facteurs liés aussi. Par exemple, si vous prenez les 2 dernières années, avec la peste qui a décimé en tout cas une bonne partie des arbres, c'est un problème. Si nous prenons également les bœufs, nous avons aussi des producteurs aujourd'hui qui ont la charrue, qui n'ont pas d'âne ou bien qui n'ont pas de bœufs, etc., etc. Mais effectivement, des efforts sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire pour que nous puissions amorcer vraiment cette question de mécanisation agricole, sans compter également les main-d'œuvre qui se fait de plus en plus rare à cause des sites d'orpaillage un peu qui posent un peu partout. C'est des facteurs quand même qu'il faut prendre en compte. Oui. Sur la mécanisation. Sur la mécanisation, je voudrais dire dans un premier temps, quand on dit le Burkina Faso, il y a 86% de la population qui vit des métiers agricoles. Est-ce qu'on a pu réellement cibler quels sont ces 86%? Parce que quand on prend depuis 2000, la Confédération qui était à partir de ce moment le cadre de concertation des organisations fêtières, SECOP, on a toujours plaidé pour l'équipement agricole. Et depuis ce temps, l'équipement agricole aratoire est mis à la disposition. Quel est l'impact? Est-ce qu'on a fait une étude pour voir l'impact de ce qu'on fait? Parce que ce n'est pas la peine de distribuer pour distribuer, on n'est pas là pour complet. Vous allez dans certaines régions, dans certains villages, vous allez voir les charrettes, les charrues accrochées sur des arbres parce qu'ils ne veulent pas l'utiliser. On prend les torions et on va... Est-ce que tout le monde est agriculteur au Burkina Faso? Est-ce que tous ces 86% de la population sont des agriculteurs? Et quand on va vous dire, depuis 2000, toute cette masse qu'on met dans l'équipement agricole aratoire, que ce soit les charrues et bien construire les charrettes et autres, et tout dernièrement, avec l'avènement effectivement des animaux de trait. Chaque année, on met à peu près plus de 6 000 paires. Mais quand même, voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quelque part qui ne cloche pas? Est-ce qu'on ne doit pas définir effectivement qui est agriculteur, qui n'est pas agriculteur, qui doit bénéficier? On va donner des torions, charrues, charrettes à quelqu'un qui a moins d'un quart d'hectare. Et on se complaît à dire dans tous les rapports, ça augmente la productivité. Où ça augmente? Faisons une étude d'impact sur les équipements agricoles, ce qu'il a bien dit. Bien, ces dernières années, on a vu effectivement à travers l'Union nationale des producteurs de coton, l'État a subventionné plus de 500 tracteurs, les producteurs sémenciers, on a subventionné des tracteurs et bien d'autres. Mais on voit cet impact. Mais les outils aratoires que l'État met à la disposition, parce que les politiques, on suit trop les gens. Il faut donner les animaux aux femmes. En sachant très bien que ces femmes aujourd'hui n'ont pas accès à la terre. Parce qu'elles sont dans un ménage. Pourquoi ne pas accompagner les ménages avec tous ces équipements aratoires? Voilà un peu comment moi je pense les choses. C'est ça. Donc, je crois que s'il y a au moins un domaine sur lequel nous sommes d'avis ensemble, c'est que
il y a des gros efforts qui sont faits, même si, voilà, il reste beaucoup encore à faire. Parce que quand même, quand on prend de 2011 à aujourd'hui, c'est plus de 150 000 unités de matériel agricole qui ont été mis à la disposition des producteurs. Dont certains se retrouvent perchés sur les arbres. Nous allons en venir. Plus de 45 000 animaux également de ça qui ont été mis à la disposition des producteurs. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce matériel et ces animaux sont subventionnés à 90% pour les femmes et 85% pour les hommes. Maintenant, il a un autre aspect également, disant qu'il y a ces équipements qui sont distribués à des producteurs qui ont moins d'un quart d'hectare. Je crois que là aussi, il faut relativiser, Monsieur le Président. Je crois qu'un des critères, justement, pour bénéficier de ces équipements, il faut avoir une superficie quand même autour de 3 hectares. Je me rappelle rien que la semaine passée, j'étais au niveau du Zignaré, où les gens ont trouvé qu'exiger 3 hectares même pour donner des équipements, c'est trop élevé pour les publics cibles donnés. Il a dit également que si c'est les matériels effectivement motorisés, on voit l'impact. C'est vrai, effectivement, parce qu'il faut voir quelle est la cible justement des appuis de l'État. Au Burkina, nous pouvons, j'allais dire, spécifier les producteurs en 3 typologies. Nous avons ce que nous appelons les petits producteurs, voilà, qui ont moins de 3 hectares, moins de 4 hectares. Nous avons les producteurs, j'allais dire, moyens, et également nous avons les grands producteurs. Et l'État fait l'effort pour que l'ensemble de ces producteurs-là puissent bénéficier d'appui. Nous avons les petits producteurs où il y a l'opération au programme de renforcement de la mécanisation agricole qui met les équipements à traction animale. Nous avons également des motoculteurs que l'État appuie, subventionné également pour mettre à la disposition des producteurs également moyens. Et également, il y a l'opération également Sonater qui permet de mettre des tracteurs. Vous vous souvenez qu'en 2017, il y a l'opération 500 tracteurs qui ont été mis. Et cette année encore, il y a près de 400 tracteurs encore qui vont être mis à la disposition de producteurs. C'est vrai, vous avez dit que malgré tous ces efforts, voilà, on reste toujours... Il faut dire que, comme le président le disait, nous avons un nombre de producteurs assez élevé. Et nous disons, quelle que soit la bonne volonté de l'État, il serait difficile justement de pouvoir, en tout cas, toucher tout le monde. C'est justement, voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager les producteurs à se réunir en groupement, à ce que nous appelons les coopératives d'utilisateurs du matériel agricole, acquérir le matériel en groupe et l'utiliser également en groupe. Nous voulons au passage remercier le conseil régional de Haut-Bassin qui justement a soutenu cette initiative en acquérant 8 tracteurs qu'il a mis également à la disposition de coopératives de 8 communes au niveau de la Haut-Bassin. Je crois que c'est une initiative qui mérite d'être accompagnée également si les autres conseils régionaux également suivaient le même pas. Je crois que petit à petit, nous allons arriver. Alors, voilà ce que je voulais dire. Monsieur Zongo, sauf que je reprends la même question. Il y a des charrues abandonnées, en tout cas du matériel, des équipements qui ne servent pas du tout. Oui. Parce qu'il y a un problème d'identification tout court, comme le dit le président Daoud tout à l'heure. Bon, vous savez que quand on met en œuvre une opération d'une telle envergure, vous pouvez voir tous les cas de figure. Les cas de figure les plus positifs, heureusement, sont les plus nombreux. On peut constater peut-être l'un ou l'autre cas où une charrue n'est pas utilisée pour telle ou telle raison. Mais là, je relance la balle dans le camp de la CPF, de la CERA, des autres organisations de producteurs, quand ils nous posent la question, quel est l'impact de tous ces appuis? Est-ce que ça arrive aux agriculteurs ciblés? Est-ce que... Ben, justement, je pense que des organisations comme la CPF, qui est très forte, je prends l'Union nationale des producteurs de semences, membre de la CPF, près de 4000 membres. L'Union nationale des producteurs de coton, des milliers de membres. Vous prenez par exemple la Fédération des éleveurs, des milliers de membres, ainsi de suite. Cette confédération peut être à mesure d'apporter sa contribution en réalisant une étude, par exemple, sur la mise en œuvre de ces opérations et en disant, voilà, au gouvernement, voilà ce que nous avons trouvé, voilà les propositions. Voilà, ils peuvent le faire. Oui, mais il y a le constat de tous les jours. Mais ils peuvent apporter leur contribution. Bon, j'en viens à la question. Vous savez, on ne peut pas moderniser les exploitations agricoles
avec des moyens obsolètes. Ça, c'est reconnu. Le chemin qu'on a fait est long, mais il y a de l'amélioration quand vous prenez depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il y a de l'amélioration dans la modernisation de l'agriculture. Maintenant, il y a une vision au niveau du gouvernement et au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est la transformation structurelle de l'agriculture, mais cela se fait dans ces segments, dans ces principaux segments. Prenons la mécanisation agricole dont il est question. Alors, il ne s'agit peut-être pas d'acquérir des tracteurs à tout vent pour tous les producteurs de toutes les zones. Ça n'a pas de sens. Il faut voir là où le besoin, là où le tracteur peut être valorisé et on investit pour le tracteur. Ailleurs, par rapport à la catégorie donc, du ménage agricole, on voit le matériel adapté et on l'appuie. Ou bien on fait donc des utilisations à travers des coopératives ou des groupements de gestion donc, de matériel agricole. Mais nous disons que il faut dire qu'il est possible de participer à l'émission. Nous appelons 25 40 79 03. Ça, c'est la précision avant de vous laisser passer. Alors, donc, pour peut-être terminer sur ce point, quand nous prenons rien que le programme de subvention, de 2008 à aujourd'hui, nous avons près de 190 000 tonnes d'engrais qui ont été distribuées. Ça fait 73 milliards, 75 milliards. Les semences, c'est près de 90 000 tonnes qui ont été distribuées. Les équipements agricoles, ils viennent de donner. Les animaux de trait, tout cela est réuni. Si vous prenez toutes ces dizaines de milliards, dans la vision de la transformation ou des réformes que nous allons faire, ça peut construire un système solide qui permet d'avoir les équipements à temps, les semences à temps et le meilleur ciblage. Il a dit que le ciblage, c'est les vulnérables. D'accord, ça c'est le rôle régalien de l'État de soutenir les vulnérables. Mais dans la réforme, on va voir, est-ce que monsieur le président, qui a 500 hectares, quel est l'appui, le modèle d'appui ou le type d'appui dont il a besoin? La réforme va concerner aussi et les grands, et les moyens, et les petits, et c'est ça qui va transformer structurellement l'agriculture. Sans compter les mesures comme la centrale qui est passée à sa phase d'opérationnalisation, la centrale d'approvisionnement en intrants et en équipement agricole, en matériel agricole. Qui consistera Oui, qui consistera. Et nous avons eu le 21 mai dernier la réunion des parties prenantes. Le projet a été présenté. Alors, les parties prenantes qui étaient présentes à cette réunion ont donné leur accord de principe pour adhérer à ce projet-là. Alors, nous avons dans notre calendrier, déjà avant la fin mai, nous aurons le retour de toutes les parties prenantes, qui sont essentiellement les banques qui étaient là, qui ont salué le projet, qui ont reconnu sa pertinence et ont engagé leur participation. Nous avons les producteurs à travers leurs organisations. Nous avons les partenaires techniques et financiers qui sont là, nos partenaires traditionnels, qui s'engagent. Ça sera sous une forme associative avec une prédominance du secteur privé et des organisations de producteurs, et l'État ne sera que minoritairement représenté dans le conseil d'administration pour que la centrale soit dirigée par les acteurs concernés. Et le délai, en tout cas au plus tard en fin 2019, la CAIMA sera opérationnelle. En juillet déjà, en fin juin, nous aurons déjà l'assemblée constitutive donc de la création de la centrale. C'est la solution qui peut vous arranger? Non, la solution n'est... Vous voyez, si aujourd'hui l'Europe et certains pays africains ont moins de 15% d'agriculteurs, ça veut dire qu'il y a une vision claire, très claire. Vous voyez tous les efforts qu'on est en train de faire. On dit d'abord qu'il faut mettre un accent sur les femmes, un accent sur les jeunes. À partir de ce moment, on détruit même le tissu familial. Qui compose l'exploitation familiale? C'est l'ensemble de la famille. Pourquoi ne pas appuyer toute cette famille-là ensemble pour qu'elle évolue? Mais il faut donner charrue à la femme, il faut donner charrue aux jeunes. Le vieux se trouve marginalisé. Donc je me dis, et quand nous avons défini notre vision, on dit en 2025, l'agriculture va reposer sur des entreprises agricoles performantes et des exploitations familiales. Voilà la vision. Mais si on n'applique pas cette vision, aujourd'hui nous voyons qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en train d'émerger, mais 95% sont toujours des exploitations familiales. Comment on les accompagne? Mais le plus souvent, on suit un effet de mode. Les jeunes n'ont pas accès à la terre. On sait qu'il y a un problème foncier qui mine
le développement des jeunes. On va prendre un téléspectateur, Monsieur Dawa, avant de revenir à vous. Monsieur Salif Lonko, qui nous appelle de la Nyanya, bonsoir. Merci, bonsoir. Nous vous écoutons. Je veux particulièrement m'adresser au ministère en lunettes pour dire que je ne comprends pas très bien comment ce ministère-là peut penser que ces agents de terrain, on peut les mettre de côté pendant la période charnière. Comme si, pendant la grève des enseignants, les conseillers municipaux pouvaient remplacer les enseignants dans les classes. Comme si, pendant la grève des agents de santé, on pouvait les remplacer par des conseillers municipaux. Exactement pour dire que le ministère a laissé croire que ces agents-là sont inutiles sur le terrain. Sinon, comment? Pendant cette période charnière-là, on peut remettre à des agents comme le préfet, des agents de mairie, pour faire la distribution et demander que ces mêmes agents-là poursuivent les activités sur le terrain. Ce n'est pas possible. Maintenant, sur le terrain, il faut dire que c'est un fiasco. Les animaux de trait, c'est devenu un deal. Le partage des engrais, c'est devenu un deal. Je peux même citer des marchés où ces engrais-là sont revendus. Est-ce que vous avez et à la télévision, on se plaît de dire que tout se passe bien sur le terrain. Est-ce que vous avez des preuves palpables où il y a effectivement des deals, comme vous le dites? Mais c'est difficile de citer ça à la télé directement. Sinon, ça fait vendu dans des marchés. Nous avons même pensé qu'il y avait eu des audits. Nous avons appris ça qu'il y avait eu des audits. Mais ces audits-là, on n'a pas les résultats. Je pense que si le ministère pense que l'agriculture elle est importante, aussi importante que l'éducation et la santé, il faut changer la manière de faire. Il ne faut pas politiser, il ne faut pas mettre des milliards pour mettre. On ne peut pas répéter les mêmes activités. Chaque année, on met des milliards, Pendant ce temps-là, on amène encore du maïs pour les mêmes paysans. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que les objectifs ne sont pas atteints. Sinon, à un certain moment, on devrait pouvoir arrêter cette histoire de semences qu'on partage là. Soit, ou bien, on arrête de continuer à amener le maïs parce que les objectifs sont atteints. Autrement dit, c'est du gâchis, c'est inutile. Voilà. On a compris votre intervention, messieurs. Merci à vous d'avoir en tout cas participé à l'émission. Messieurs du ministère de l'Agriculture, d'abord, la question a deux volets. La mise à l'écart des agents du ministère au profit d'acteurs qui n'ont pas forcément un lien avec le domaine. Et puis, les deals qui seraient organisés autour justement de ces distributions, vous allez réagir. Merci. Nous disons merci à M. Lompo qui s'est intéressé à l'émission et qui a appelé. Pour la première question, je crois qu'il ne nous a certainement pas compris. Nous n'avons jamais dit que le ministère de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles, à travers le mécanisme, a exclu les agents ou les a mis à l'écart au profit d'autres acteurs. Non. Que ce soit le mécanisme de l'année dernière, nous avons maintenu l'agent à sa place dans la commission. Et cette année, nous avons mis l'agent comme président de la commission départementale et comme président de la commission villageoise. Maintenant que, à travers un mouvement de boycott, on dit au ministère que les agents ne vont pas prendre part parce qu'ils ont des revendications qui ne sont pas satisfaites, ce n'est pas le ministère qui les a exclus. Au contraire, le ministère a maintenu l'agent à sa place dans la commission parce que l'agent est irremplaçable. Et la non-participation des agents entraîne les conséquences que nous savons. Alors, l'administration a été sollicitée pour intervenir parce que c'est de la responsabilité de l'État, quand même après avoir mobilisé des appuis, de les donner donc, aux bénéficiaires. Donc nous n'avons pas exclu, il peut regarder le mécanisme, il peut se référer au syndicat, on n'a pas exclu l'argent. Alors pour ce qui concerne les malversations sur les semences, les engrais, les équipements, voilà, sur le marché. Alors, ce n'est pas sa destination finale. Des commissions sont mises en place à cet effet. Et si des cas de malversation sont constatés et dénoncés en bonne et due forme
avec les preuves, l'autorité agit. Et il y a eu des cas. Des cas ont été dénoncés. Vous avez parlé d'un audit qui a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'audit? Non. Nous n'avons pas... Il y a eu des contrôles qui ont été faits par l'inspection technique des services. Et ce contrôle qui a été effectué a détecté donc, des cas de malversation également. Alors, il y a également des citoyens, soit responsables ou simples agriculteurs, qui ont été témoins de cas de malversation, de détournement, qui ont dénoncé. Où le système de contrôle interne aussi a détecté des cas. Et quand c'est fait, si M. Lompo a des preuves, il peut les dénoncer, les porter à la connaissance du ministère, et les cas seront traités conséquemment. Et c'est ce qui se fait tous les jours. Donc, ce n'est pas du tout encouragé par qui que ce soit. Alors, je vous lis une longue question d'un téléspectateur qui nous a envoyé sur les réseaux sociaux, M. Issoufou Drogo, qui dit Monsieur le directeur, la distribution des intrants s'est toujours heurtée à des difficultés. Les agents qui doivent assurer la distribution des intrants réclament une ristourne liée à la vente des intrants conformément à ce qui se passe dans les autres ministères. À propos, le ministère n'a pas donné une suite favorable à cette requête, mais il accorde une prime à la commission qui a usurpé, comme vient de dire ce téléspectateur qui nous a appelé, qui a, c'est son terme, usurpé la place des agents pour assurer la distribution des intrants. Est-ce que cette prime n'aurait pas suffi pour désintéresser les agents pour faire le travail? Est-ce que, à force de contourner les agents pour aller vers les agents d'autres ministères, vous ne déplacez pas le problème? Je crois qu'il faut qu'on restitue la question. Je la comprends. Les agents d'agriculture ont de tout temps, depuis le temps des ORD jusqu'à présent en tout cas, été ceux qui assurent l'appui conseil à l'agriculteur et qui assurent la mise à disposition des intrants qui sont mis à la disposition des agriculteurs. Mais au fil du temps, les opérations ont pris des formes diverses et dans leur mise en œuvre, il y a des difficultés réelles, il faut le reconnaître. Des agents qui doivent gérer d'importantes quantités d'engrais, de semences, de matériel agricole et manipuler les recettes issues de ces ventes, ce n'est pas facile. On tombe facilement, soi-même dans les travers, ou bien, par inadvertance, on tombe dans des problèmes. C'est pourquoi le mécanisme a été amélioré, de sorte qu'aujourd'hui, c'est le bénéficiaire lui-même qui va payer à la perception et qui vient et il ne fait que récupérer donc sa dotation. Pour ne pas laisser l'argent. Voilà, pour le mettre à l'abri quand même. Voilà. Donc, mais malgré tout, nous savons que ça ajoute une charge de travail au travail de l'agent. Et ça, nous en sommes conscients. Maintenant, il réclame une ristourne. Il ne s'agit pas d'une opération commerciale. Ce n'est pas une opération commerciale, c'est une opération de distribution d'intrants subventionnés à des agriculteurs vulnérables. Mais vous donnez, comme il dit, des primes aux commissions. Jusqu'à présent, aucune prime n'a été payée à qui que ce soit dans une commission. L'année dernière, alors, au regard du fait que les agents ont été sollicités pour faire le travail, ils ont refusé, on a mis en place des commissions, mais le mécanisme a proposé que les agriculteurs qui sont membres de ces commissions, au niveau village, au niveau départemental, qu'on leur apporte une petite motivation en donnant à chacun un sac d'engrais. Cette année, par exemple, les commissions ont été constituées. Et jusqu'à présent, on n'a pas payé de motivation à qui que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération. Ce qui est envisagé, alors, au niveau du ministère, étant donné que c'est des gens qu'on va mobiliser pendant un temps, pendant même qu'ils doivent être dans leur champ, si l'État a les moyens, peut peut-être donner une petite rétribution aux membres des commissions. Mais même là, il ne suffit pas de le dire. Il faut d'abord, quelle est la base légale qui permet de faire de payer cela? Par exemple, quelles sont les ressources qui sont disponibles pour le faire? C'est des réflexions qui sont en cours, mais jusqu'à présent, aucune prime n'est payée à qui que ce soit. Alors, et si les agents sont membres de la commission, s'il y a prime, ils seront bénéficiaires. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous allons prendre M. Assimi Diallo. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Simon Gongo, et bonsoir à tout le monde. Nous vous écoutons. Voilà, tout simplement, je vais poser la question au niveau du ministère de l'Agriculture. D'accord. Voilà, jusqu'à quand, par exemple, que le ministère peut nous dire jusqu'à quand que Burkina va arriver à l'autosuffisance alimentaire? Ça veut dire que quand on dit qu'on est en train de faire quelque chose, mais jusqu'à quand qu'un Burkinabé vraiment va s'asseoir pour dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de problème de la nourriture. C'est en 2050, en 2000, je ne sais pas où. Ça, c'est la première question. Donc, autre chose que je voulais dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, mais on a l'impression que le responsable de ce département de l'agriculture, on ne voit pas trop d'angoisse. Ils ne sont pas aussi angoissés que l'agriculteur dans le milieu rural. Parce qu'on s'est dit, la responsabilité, c'est quoi? Quand on dit vraiment on doit nourrir cette population, qu'on est responsable de quelque chose, bon, c'est vrai que les paysans sont aussi responsables, mais est-ce qu'on a le même angoisse? Parce que quand on parle dans le discours, c'est très beau, on voit que tout de suite d'ici demain, on est sorti de problème. Mais quand vous allez dans les profondeurs réellement, tout ce qu'on dit, ça ne reflète pas la réalité du terrain. Et ça, ce n'est pas Burkina seulement, parce que je peux connaître le Mali, Burkina, Niger et le Tchad, surtout dans le pays sahélien. Et voilà. Donc, ça aussi, c'est un véritable problème. D'accord. Donc, voilà. Juste la dernière chose, au niveau des organisations paysannes, au niveau est-ce que nos organisations aujourd'hui, est-ce qu'ils sont représentatifs? Parce que nous avons vu ces problèmes aussi. On dit, voilà, nous avons des organisations qui représentent les producteurs, mais on dirait aussi que ces gens aujourd'hui, ils sont plus préoccupés des ateliers, de réunions. C'est comme aussi les techniciens qui est vraiment plus dans le bureau que sur le terrain. Même ceux qui représentent aujourd'hui les paysans, on voit que non, aujourd'hui, on est dans les ateliers. Bon, quand on dit la FERA est plus proche des producteurs, bon, peut-être les producteurs qui sont sur les grandes voies, hein. On voit même quand le ministre vient visiter, on organise un champ qui est très bien coloré. Et on dit qu'il ne faut pas qu'il soit dans les profondeurs parce que c'est bon. Mais ça ne reflète pas vraiment la réalité du terrain. Il faut qu'on se dise la vérité, si réellement on veut avancer. Merci, voilà, bonne soirée. Merci beaucoup à vous, M. Diallo. Comme vous n'avez pas réagi depuis un bout de temps, je vous donne la parole puisque vous êtes interpellé. Est-ce que vos organisations, effectivement, sont représentatives? Et puis, est-ce que vous ne faites pas, dans ce que fait peut-être les techniciens, ateliers, conférences, est-ce que vous servez véritablement les producteurs? Bien, je pense que c'est une question qui est la bienvenue. C'est une question que même nous voulons que cette question soit débattue à fond. Et comme je l'ai dit en entrée de matière, qui est agriculteur, qui ne l'est pas? Aujourd'hui, quelles sont les organisations paysannes qui produisent du coton et qui font la fierté du Burkina, même si on a une crise depuis 2 ans? C'est bien l'Union nationale des producteurs de coton. Sont-ils représentatifs ou ne sont-ils pas représentatifs? Quelles sont les organisations aujourd'hui qui fournissent des animaux de trait et des animaux aux abattoirs? C'est la Fédération des éleveurs. Sont-ils représentés ou ne sont-ils pas représentatifs? En matière de riz, on a vu notre agriculture augmenter. Ces producteurs de riz-là sont-ils représentatifs ou ne sont pas représentatifs? Je pense que c'est dans cette composante-là qu'il faut parler. Ce sont les organisations qui sont organisées, celles-là qui sont organisées, qui sont la représentation. Mais quand on parle de débat, on dit qu'il y a 84% de la population qui sont des agriculteurs. Voilà le vrai débat. Quelles sont les organisations qui interviennent dans la production de sésame? L'anacarde. Ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on n'est pas représentatif. Je pense que la Confédération paysanne et ses membres ont une légitimité. Mais qu'est-ce que vous, peut-être, à votre niveau, pour intéresser, comme il est dit? Non, j'en viens. Nous, la Confédération paysanne du Paso ne s'intéresse pas aux ateliers. On ne voit jamais un ministre circuler, par exemple, dans un champ en difficulté, et peut-être pour encourager... Ça c'est pas... Nous avons interpellé plusieurs fois les ministres. Ce n'est pas la question d'aller visiter un champ, mais c'est de faire une descente
inopportunée. Mais ne pas dire à un gouverneur de région, la visite campagne sera dans votre région et que le gouverneur s'appuie sur son directeur régional, c'est telle ferme qu'on va aller visiter. On n'a pas besoin de sortir hors de Ouagadougou pour faire l'état de la physionomie de la campagne. Mais si on doit quitter Ouagadougou, aller jusque dans le Kénédougou pour aller visiter une exploitation, ça veut dire que quelque part les gens ne jouent pas franc jeu. Parce que quand on a interpellé au niveau de la Confédération, on voudrait que la visite s'appuie effectivement sur 3 exploitations. Une très bonne exploitation, une moyenne et une très mauvaise, qui va nous permettre effectivement de voir quels sont les appuis qu'il faut mener. Mais comme le directeur l'a dit, quand on parle d'implication, un paysan n'est rien à côté d'un salarié, même si ce paysan-là est 10 fois plus riche que les salariés, c'est sa voix qui fait force de loi. Mais nous avons interpellé tous les ministres, 3 champs, bon, moyen, mauvais, et ça nous permet de cibler les appuis. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Même il y a 2 ans, quand la Confédération présente par rapport à tout son mandat de représentation de défense, quand nous avons dénoncé la chenille légionnaire au Burkina, le ministère est là pour le témoigner. On nous est tombé à bras raccourcis là-dessus. Mais aujourd'hui, ce fléau est devenu une réalité. Nous sommes des agriculteurs, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Moi, j'ai quitté Bobo ce soir-là pour être là ce matin, pour être là à cause de cette émission. Je retourne dans mon exploitation. Je n'ai ni salaire. Mais je suis un producteur de céréales avéré et connu par tout le monde dans ma région. Donc notre légitimité est légitime. Mais ce n'est pas tous les 86% de la population qu'on dit qu'ils sont représentatifs, c'est ce qu'on est en train de dire. Monsieur Ouedraogo, Oui, est-ce que ce n'est pas à vous, effectivement, d'intéresser les 86% au lieu de chercher à savoir qui est producteur et qui ne l'est pas, peut-être? Effectivement, bon, je pense que sa question était relative à quand est-ce que nous pourrons un jour dire que quand même nous n'avons plus faim au Burkina. Non, là, cette question s'adresse au ministère d'abord, mais pour ce qui est de vous, organisation, il dit, mais est-ce que vous travaillez véritablement pour les producteurs? Est-ce que vous ne travaillez pas plus pour les ateliers? Oui, en fait, bon, si je parle un peu aussi au niveau du secteur sémencier, je pense que la production en elle-même est régie par une loi. Donc, ce qui impose même la production, en tout cas la profession même de l'agriculteur en tant que tel. Parce que si vous n'avez pas un minimum de 3 hectares, vous ne pouvez même pas... Ça, c'est même pour les légumineuses et autres. Pour le maïs et les riz, si vous n'avez pas 5 hectares, vous ne pouvez pas être producteur sémencier. Ça montre déjà à quel point, quels sont les différents producteurs sélectionnés. Ce qu'il dit est juste, mais chez nous, l'activité en tant que telle même ne vous permet pas d'être dans cette posture. Si vous êtes à la direction d'une fêtière, c'est normal pour que vous puissiez venir défendre de temps à autre les intérêts, mais votre activité primaire, c'est la production. D'autant plus que si vous faites 3 ans même sans produire, on vous déclasse même de la production. Donc il y a des lois qui sont régies par ça. Et je pense que c'est là que nous devons en tout cas travailler. Rapidement, avant de prendre un téléspectateur, à partir de quelle année on dira oui, on a atteint l'autosuffisance alimentaire, et puis est-ce que vous-même, vous êtes pressé par cette envie effectivement d'en finir avec cette insécurité alimentaire comme les producteurs? Merci aux téléspectateurs. Alors, l'atteinte de la sécurité alimentaire ne se fera pas à travers un simple slogan que l'on lance en disant dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on atteint l'autosuffisance alimentaire. Bien que nous sommes même dans une vision de sécurité alimentaire, aujourd'hui, il faut voir le chemin qui est déjà fait et ce qui existe. Nous avons un potentiel de production, mais il y a une vision. Il y a des échéances. Oui. Vous savez, toutes les politiques qui sont élaborées, toutes les stratégies qui sont élaborées, oui, il y a des échéances. Et ces échéances-là fixent des objectifs à atteindre. Mais l'atteinte de l'autosuffisance... Est-ce que c'est 2020, c'est 2025, c'est 2030? Oui, nous avons des échéances pour 2025. Nous avons des échéances pour 2030, à travers nos différentes politiques et stratégies. Alors, mais au fur et à mesure qu'on avance, et quand on regarde, on fait le constat de ce qui est fait, mais nous avons un bon espoir que l'autosuffisance alimentaire sera atteinte et la sécurité alimentaire sera atteinte. Comme nous disons, il y a une vision qui est la transformation structurelle de l'agriculture
Et l'ensemble des actions qui sont conjuguées avec donc, les producteurs, avec les partenaires, avec le ministère, aujourd'hui, notre posture dans cette vision, elle est très bonne. Alors, mais pour répondre à sa question, est-ce que nous sommes angoissés comme les agriculteurs, comme les citoyens lambda? Effectivement, nous sommes plus que angoissés. Alors, nous allons par la prendre situation. Mamadou Bampouré qui nous appelle de Fada. C'est le dernier intervenant de ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Assez rapidement votre question, s'il vous plaît. Ok, merci à vous. Je vais aller très rapidement. Ma première question, c'est de savoir quel est le bilan de la distribution de l'année passée. Parce qu'il y a plusieurs rencontres qu'on a eu à suivre, mais pratiquement, ils ne nous ont pas fait savoir ça a été positif, la distribution de l'année passée. Le mécanisme a été bon. Nous voulions qu'ils nous donnent en tout cas des éléments de réponse sur cela. Parce que nous savons que sur le terrain, il y a des données qui ont été difficiles à être capitalisées dans certaines communes. Deuxièmement, ils nous ont peu parlé du processus de l'achat des intrants. Je prends un exemple à Fadam Gourma, un producteur qui est à Machakwali, qui doit venir prendre une fiche au niveau de l'agent de l'agriculture ou de la commission qu'ils vont mettre en place, venir payer à 100 km à Fada au niveau du trésor et revenir à Machakwali pour prendre sa semence. Est-ce que vous croyez que dans ces conditions, les gens seront encouragés dans ce mécanisme de distribution? J'aimerais avoir des réponses. Merci à vous, Monsieur Bampouré. Nous sommes vraiment pressés par le temps. Je vous donne 2 minutes pour répondre à toutes ces questions, s'il vous plaît. D'accord. Concernant le bilan le mécanisme de mise en place de l'année écoulée, comme monsieur le directeur le disait tantôt, nous avons eu un atelier national qui a eu lieu le 17 mai, où en tout cas le bilan a été présenté. Nous retenons en tout cas que, aussi bien pour la distribution des semences, des engrais, des équipements et des animaux, les taux varient de 95% à 100%. Maintenant, est-ce que, voilà, pour 2018, est-ce qu'il est satisfaisant? Oui et non. Parce qu'il comporte également des insuffisances et que nous, justement, le mécanisme actuel, exactement, tout au long de cette émission, exactement. Monsieur, Par rapport à Monsieur Zongo, on va passer à la deuxième préoccupation. Le système de paiement. Système de paiement. Oui, effectivement, notre mécanisme, comme nous l'avons dit, prévoit que le bénéficiaire donc, des semences ou des engrais paye à la perception et avant de récupérer. Pas le producteur. Oui, dans certains cas, c'est juste, hein, parce que nous avons dit que dans les communes où il n'y a pas de perception, ils se rendent à la perception la plus proche. Mais la plus proche, c'est combien de kilomètres? Ça peut être à des... C'est pourquoi nous avons dit... Donc quand c'est une insuffisance qu'il oui, faut noter. mais quand nous avons dit que quand c'est comme ça, ils se mettent ensemble, ils vont payer et ils s'organisent pour enlever, parce que c'est déjà fortement subventionné. Mais nous savons que c'est une insuffisance et la réforme qui est en train de se faire va corriger toutes ces insuffisances. Merci à vous, Monsieur Pascal Zongo. Vous êtes directeur des intrants et de la mécanisation agricole au ministère de l'Agriculture. Monsieur Bassiaka Daou, vous êtes le PCA de la Confédération paysanne du Faso. Merci à Monsieur Salif Tentika, vous êtes le coordonnateur du programme mécanisation donc agricole au ministère de l'Agriculture. Et Monsieur Inoussa Ouedraogo, vous êtes le président des producteurs sémenciers. Merci d'être venu débattre avec nous sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique, toute l'équipe éditoriale qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous avez rendez-vous avec Ruth Bini Ouattara tout à l'heure pour la dernière édition du journal. Bonne suite des programmes sur la RTB.